Roland Brousse, je suis d'origine valaisanne. Mes grands-parents sont arrivés à Valorbe en 1917, j'y suis né. Je suis né en 1949 et j'ai pratiqué pratiquement toute ma vie à Valorbe. La première mention de Valorbe date d'une bulle du pape Innocent II de 1139 qui conférait au moine de Romain-Motier la juridiction de Valorbe. Alors, il y avait essentiellement des moines, et puis au fil des ans, Valorbe s'est développée autour de la rivière, et cette rivière a amené l'arrivée de l'industrie du fer. C'est une commune, un petit village du Nord Vaudois, dans le district Jura Nord-Vaudois, qui est situé entre 750 et 800 mètres à la frontière et qui est bien sûr connu par ses sites, en particulier ces 4 sites touristiques. Quand je me suis présenté à la municipalité, au bas de ma photo, j'avais marqué « Valorbe, une histoire d'amour ». Alors oui, c'est une histoire d'amour. En 1970, j'avais à peine 20 ans. Bon, j'étais assez intéressé par l'histoire en général. Pas trop encore Valorbe, mais l'histoire en général. Et un fait marquant en 1970, c'est qu'un photographe, Marcel Deria, qui était un vieux photographe implanté à Valorbe depuis les années 1920, qui était issu de la famille des Deria de Beaume, qui ont été le photographe officiel de la construction du tunnel du Mont d'Or, est décédé. Un jour, j'ai vu dans le journal de Valorbe qu'ils vendaient tout le matériel et tout ce qu'il y avait dedans. Et je suis allé voir par curiosité. Et il y avait une quantité de photos anciennes sur Valorbe, mais des photos qui dataient du début du siècle. J'ai vu ça, puis j'en ai pris une de chaque. Et c'est là qu'il y a eu vraiment le déclencheur de mon intérêt pour Valorbe. Oui, alors l'intérêt est venu grandissant parce que j'ai commencé à collectionner ces photos. J'ai beaucoup écouté les anciennes personnes. C'est là que j'aurais dû peut-être, en me le reprochant un peu, d'aller enregistrer ces personnes qui sont aujourd'hui décédées, que j'ai beaucoup écoutées, dont je garde encore la mémoire de tout ce qu'ils m'ont dit. Sur l'histoire de Valorbe, à partir de ces cartes postales, on m'expliquait, ben voilà, ça c'est ci, ça c'est ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à récolter des documents dans des brocantes, dans des salons de cartes postales et auprès des personnes qui sont décédées aussi. Je vais maintenant vers les familles en demandant, écoutez, s'il y a quelque chose, il ne faut pas ça jeter. Moi, je ne veux pas m'accaparer de tout ça, mais je veux ça sauver. J'ai eu pendant 35 ans une boulangerie-pâtisserie Thierome à Valorbe. Et puis, bon, j'avais des produits de qualité qui ont été remarqués par des grands chefs tels que Frédéric Girardet, Philippe Rochat, Benoît Violier et bien d'autres. Et lorsque Philippe Rochat, en 1998, a été approché par Swissair pour servir les repas de première classe, il m'a dit « Roland, c'était un ami à moi j'ai livre écrit ici aussi, tes flûtes, elles sont exceptionnelles, on va les mettre pour l'apéro ». C'est comme ça qu'elles ont fait, mes flûtes, le tour du monde. Le premier train est arrivé en 1870. Jusqu'en 1915, les trains internationaux arrivaient à Valorbe. Après, ils rebroussaient chemin pour passer par le col du Joune, Pontarlier, Frasnes. Et la création de ce tunnel du Mont d'Or, c'était pour éviter déjà la grande rampe depuis la frontière du Creux jusqu'à Jougne. Il fallait souvent 2 locomotives à vapeur quand il y avait des temps de neige ou comme ça. Et le raccourci a fait que ça raccourcit le trajet d'une vingtaine de kilomètres. C'était plus de 2000 ouvriers venus essentiellement d'Italie, du nord de l'Italie, qui sont venus pour creuser le tunnel du Mont d'Or. Et ces ouvriers faisaient en général, ils construisaient le tunnel du Mont d'Or, après ils sont allés construire le tunnel du Simplon ou le tunnel au Ricken. Ces personnes tournaient. On a eu aussi, ce qui m'a fait découvrir aussi, et là je suis en train
de faire des recherches, bon, je n'ai déjà passablement de documents, sur des personnages qui ont passé par Valorbe. On peut citer, bon il y en a eu beaucoup, hein, mais on peut citer Jean Giono. Peu de gens savent que Jean Giono a séjourné plusieurs fois à Valorbe entre 1911 et 1933. Donc Jean Giono est né à Manosque en 1895, il est mort en 1970. Il avait sa tante, la sœur de son papa, Marguerite Furiot, et Joseph Furiot, qui était venu à Valorbe pour le tunnel du Mont d'Or. Et Jean Giono venait régulièrement en vacances. Il aimait beaucoup Valorbe et on dit aussi qu'en 1933, il a écrit Le Chant du Monde, un de ses fameux romans. Ça, c'était un des personnages. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu, bon, on va commémorer à présent, c'est pas un anniversaire, le maréchal Pétain qui a été arrêté à Valorbe. On a eu la reine Alexandra, reine consort de Grande-Bretagne qui a passé par Valorbe venant d'Italie pour aller en Angleterre, bien sûr qu'elle a passé par Valorbe. Goethe est venu à Valorbe, De Gaulle a passé par Valorbe, et bien d'autres. Cette gare de Valorbe, comme je vous l'ai dit, a accueilli plusieurs, entre guillemets, illustres visiteurs, dont le maréchal Pétain, qui est venu ici, dans le buffet de la gare, où il était reçu par le tenancier de l'époque, un certain monsieur Vautravers, qui lui a donné à manger, il a pu se reposer, il fallait savoir qu'il avait 90 ans, et il se constituait prisonnier ce 26 avril 1945, donc il y a juste 80 ans, à 19h à la frontière au Creux, où l'attendait le général Koenig, qui avait été mandaté par le général de Gaulle, pour arrêter Pétain et l'emmener à Paris via le train, parce que le maréchal Pétain était arrivé avec sa voiture, une Cadillac qui lui avait été offerte par le président Roosevelt. Il devait se constituer précisément à 19h à la frontière du Creux. Le maréchal Pétain arrivait de Wesen, au bord du lac de Wallenstadt, où il avait séjourné, auparavant de Sigmaringen. Arrivé en Suisse, il attendait l'ordre de savoir où il devait se constituer prisonnier. On ne savait pas si c'est entre Bâle et Genève où c'était. Ça aurait pu être le Loc, le col des Roches, ça aurait pu être Sainte-Croix par la frontière, mais c'était à Valorbe. Et comme il est arrivé à 16h, 16h30, donc il avait du temps encore à attendre avant d'arriver à la frontière. Et il est arrivé ici au buffet de la gare pour se restaurer. Il y avait une dizaine de personnes qui l'accompagnaient, dont son épouse. Et vu son grand âge, le maréchal Pétain avait 90 ans, a pu se reposer et ensuite, pour 19h, partir à la frontière. Ici, ils ont dû mettre un cordon de sécurité parce que ça s'est su. Beaucoup de monde était venu là, mais ils avaient été tenus à distance. Donc le maréchal Pétain est descendu ses escaliers, il a monté ses escaliers, descendu ses escaliers, monté en voiture et ensuite il était arrêté. Après l'histoire, on la connaît, condamné à mort. J'ai une petite anecdote, si vous voulez, avec cette histoire de pilier, parce qu'il faut savoir qu'on peut passer dessous, traverser complètement les voies, 2 étages en dessous. Et ils ont surnommé ce passage le boulevard des Hypocrites. Pourquoi le village des Hypocrites? Parce que le personnel ici, bien sûr, à une époque, c'est probablement toujours la même chose, n'avait pas le droit d'aller au buffet de la gare. Et il y avait une connexion avec les caves du buffet de la gare, si bien que les employés, pour ne pas se faire remarquer, allaient de temps en temps prendre un verre, boire une bière, un café, sans que les chefs, notamment le chef de gare, les voient aller boire le café au buffet. Alors pourquoi le boulevard des Hypocrites? Parce qu'un jour, un personnage que j'aime beaucoup, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, avait été boire un jour en plein été une bière au buffet de la gare.
C'était 3 heures de l'après-midi, il faisait très chaud, c'était en été. Et tout d'un coup, dans le buffet de la gare, on entend dans l'haut-parleur, on demande ce monsieur au bureau du chef. Il entend ça, bien sûr, il finit sa bière rapidement, il descend les escaliers depuis le buffet de la gare pour traverser toutes les voies, arriver de l'autre côté sur le quai 3, attendre encore une petite seconde, et puis en sifflotant, il a traversé les voies pour aller au poste de commandement qui se trouve au bout du quai, où se trouvait le chef de gare, ou le remplaçant du chef de gare. Et puis cette personne lui dit « Tu étais où ?» Il lui dit « Ben j'étais là-bas sur le quai 3. » Puis il lui fait comme ça « Menteur, comment ça menteur ?» Parce que l'annonce que j'ai faite, qui te demandait de venir au bureau du chef, je l'ai faite qu'au buffet de la gare. Il pouvait dispatcher. Donc c'est une petite anecdote que j'aime beaucoup, que passablement de personnes maintenant, force que je la raconte, je trouve assez amusante. Et une autre est jolie, aussi un personnage qui travaillait à la gare, c'est les équipes de nuit. Il habitait Oudé. Et puis, sa femme était un petit peu volage, comme ça, elle avait un amant. C'était une notoriété publique à Vallon, mais ça c'est aussi les années 50. Et puis l'amant de cette dame avait une jambe de bois. Mais une jambe de bois, comme on faisait à l'époque, c'était le pilon. Puis un jour, une grande Marie qui soupçonnait ça, il a dit « J'aimerais savoir qui c'est ». Puis il est arrivé à la maison, ils ont entendu du bruit, c'était 2-3 heures du matin. Puis c'est une maison à plein pied, il a pu passer par la fenêtre, je ne sais pas comment, et puis s'enfuir quand il a entendu le mari arriver. Et puis le matin, il y avait neigé, il ouvre les volets, oh, il y avait le pied et puis le pilon. Donc, comme il n'y avait qu'une jambe de bois à Valorbe, bien sûr que c'était ce personnage qui s'occupait de sa femme pendant que lui travaillait là. Je trouve ça aussi... Il y avait longtemps que j'avais dans la tête de faire le passé et le présent. J'avais acheté il y a une quarantaine d'années des livres sur Lausanne fait par Louis Paula, qui a fait magnifiquement un historique sur Lausanne, avec des photos anciennes et des photos nouvelles. Et moi, ça m'avait donné une idée de faire ça. Puis, pris par mon travail, j'ai quand même été engagé politiquement pendant presque 40 ans à la commune de Vallorbe, j'avais peu de temps. Puis j'ai remis mon commerce il y a 10 ans, et puis j'ai dit, c'est le moment, avec la pression d'autres personnes, fais quelque chose. Alors j'ai récolté, comme vous me le mentionnez, parce qu'on ne peut pas mettre 1500 photos ou documents, je ne sais pas 1500 que j'ai exactement, mais je n'ai plus de 1500. J'ai dû sélectionner 83 photos. Et puis, un ami photographe, pour ne pas le nommer Dominique Favre, qui est un photographe amateur, a fait, sous le même angle, 100 ans plus tard, la même photo. Alors, suite au livre, Rollo me demande de temps en temps d'aller faire des photos de certains bâtiments de Vallorbe. Et c'est ce que je me suis employé à faire ce matin, notamment pour l'ancienne maison de l'armée du Salut, pour la ferme ou la bicoque. Ça dépend ce que Rollo. Par exemple, celle-là, vous voyez, les anciens bâtiments communaux et aujourd'hui. Et vous voyez, Dominique a pu se repérer, par exemple, avec la forêt, avec le bord. Mais il y a d'autres photos, c'était un peu plus difficile parce que tu as... Les photos qui étaient infaisables, à savoir si la végétation... Oui, bien sûr. On voit typiquement ici... C'était beaucoup plus boisé dans le village à l'époque.
maintenant. Ouais. Et c'était impressionnant, on l'a remarqué sur certaines photos, la quantité, les gens sortaient. Le photographe était là, tout le monde se mettait sur les, À l'époque, sur les pas de porte ou comme ça. Un fait aussi qui a été très important à Vallorbe, c'était le grand incendie. Donc Vallorbe, à savoir qu'un samedi 7 avril 1883, Vallorbe s'est embrasé pratiquement tout de suite. Un feu de cheminée s'est déclenché au bas de la grande rue. Et comme les maisons étaient construites contiguës, les toits étaient en bardeaux, il y avait une forte bise sur Vallorbe ce jour-là, et puis les petites flamèches s'emportaient et tombaient sur les maisons. Donc Vallorbe s'est embrasé dans la matinée, c'était plus de 100 maisons qui ont été détruites et 1000 personnes sans abri. Quand l'incendie s'est déclaré, c'était 8h45 du matin, le chef de gare, le bureau des postes a pris feu immédiatement. Bon, les moyens de télécommunication, c'était, bien sûr, il n'y avait pas de portable, pas de téléphone, mais c'était le téléx. Et le chef de gare de l'époque, pour ne pas le nommer, parce que c'est un personnage, une figure quand même historique de Vallorbe, Jean-Marius Chaumontet, qui est né en 1841, qui est mort en 1915, qui était le premier chef de gare pendant 30 ans. Vallorbe, la gare dominait Vallorbe, il a vu ça, il a envoyé des télégrammes tout azimut, soit en France, soit à Lausanne, Yverdon et tout ça, et aussi dire que quand c'est arrivé vers 9h30 à Lausanne, ils ont tout de suite organisé un train au départ de Lausanne avec des pompes, et puis ce train s'est arrêté à Renan-Cossonay, la Sarah, où ils ont encore cherché ces fameuses pompes pour éteindre le feu. Mais quand le train est arrivé en gare de Vallorbe à midi et demi, tout était pratiquement consumé. Vallorbe s'est reconstruit. Il y a eu une solidarité régionale, cantonale, au niveau suisse et à l'étranger. Des dons sont arrivés du monde entier pour aider les sinistrés et puis certainement aider la construction de Vallorbe. Mais c'est pour dire que ça a marqué, ça a quand même marqué les villages. Moi, j'ai toutes des archives de tout ce que les cantons, chaque canton, bon, je n'ai pas les chiffres en tête là, mais le canton de Vaud a versé énormément. Et puis le dernier tout en bas, Schaffhouse, a versé 10 francs. Parce que bon, et puis ça, il y avait des dons qui venaient d'Italie, de France beaucoup, de New York, des États-Unis aussi. Oui, il y a eu un grand élément de solidarité. On se trouve ici devant l'hôtel de la Concorde, qui était une ancienne fromagerie. On y a fabriqué du fromage, du beurre et des yogourts, entre autres, jusque dans les années 1990. Mais Vallorbe a une petite anecdote, enfin pas une petite anecdote, le surnom des Vallorbiers, c'est les tire-lunes. Pourquoi les tire-lunes? Parce que, à peu près au milieu du 19e siècle, il y avait 2 chasseurs qui étaient rentrés bredouilles de la chasse, avaient été boire des verres le soir à la Croix fédérale qui se trouvait ici, à la place du casino. Cette Croix fédérale a été démolie en 1904-1905 et ils ont fait le casino, ils avaient besoin d'une grande salle. Ceci dit, oui, alors ces 2 chasseurs qui étaient rentrés de la chasse, bien sûr, bredouille, sont allés, je ne sais pas si c'était par déception, sont allés à l'auberge communale qui était la Croix fédérale et ils ont bu des verres jusqu'à point d'heure. Quand ils sont sortis de cette Croix fédérale, complètement éméchés, avec leurs fusils en bandoulière sur les épaules, arrivent sur le pont de l'Orbe et ils voient la lune, un beau clair de lune qui se reflétait dans la rivière. Alors ils ont pris les fusils, mis les cartouches et ils ont tiré sur la lune depuis le bord de la balustrade. D'où le nom à Vallorbe, tire-lune, comme surnom, comme sobriquet. Vallorbe, comme je l'ai dit, une histoire d'amour. Je souhaiterais que Vallorbe
prospère, mais qui reste à taille humaine, hein, parce que quand même à présent on approche les 4200 habitants, et on ne faudrait pas plus, ou je pense que 4500 serait très bien. On est loin encore de 1910 où il y avait plus de 5200 habitants, bien sûr. On en a eu beaucoup moins au fil des ans, mais il faudrait que Valorbe reste à une taille humaine. Roland Brouze, je vous ai parlé de mon village, que j'aime, un village qui est une histoire d'amour à travers ces dernières décennies.